Docteur Synapse. Humphrey Davy est un homme de 60 ans. Il est ramené par sa fille pour nausées, vomissements depuis 3 jours. C'est un cirrhotique alcoolo-tabagique. À l'examen physique, il est confus. Il est désorienté dans le temps et dans l'espace, mais présente un discours cohérent. Comme paramètre, pression artérielle 160, fréquence cardiaque à 90 battements par minute. On fait une prise de sang, sodium plasmatique à 110 mmol par litre, avec une osmolarité à 440. Au niveau urinaire, le sodium est à 100 mEq par litre, avec une osmolarité urinaire à 600 millosmoles par litre. On voudrait augmenter son sodium plasmatique. Que proposes-tu comme traitement? On lui donne NaCl 0,9%, 2 litres en bolus. 4 heures après, le patient est dans le coma avec un sodium plasmatique à 105. Erreur. Ton traitement était délétère. Le patient présentait un SIADH. Même patient, même anamnèse, même problème actif, mais cette fois-ci à l'examen physique, il a la peau sèche, pas d'œdème, comme paramètre pression artérielle à 160, fréquence cardiaque à 115 battements par minute. Sodium plasmatique à 110, osmolarité à 240, sodium urinaire à 10 et osmolarité urinaire à 400. Bon, on a l'impression qu'il est hypovolémique, on a envie de lui donner de la flotte. Que vas-tu faire? On lui donne 2 litres de NaCl 0,9% en bolus. 4 heures après, son sodium plasmatique est à 120 et il commence à uriner de façon importante. Erreur. Ta vitesse de correction a été trop rapide. La correction s'est faite avec une vitesse minimale de 2,5 mmol par litre par heure. Ici, ton patient était hypovolémique. Même patient, cette fois-ci à l'examen physique, il a de l'acide, des œdèmes de façon importante, donc c'est probablement un cirrhotique décompensé. Pression artérielle 160, fréquence cardiaque à 115 battements par minute, avec une saturation en oxygène à 96%. Les chiffres de sodium urinaire et d'osmolarité n'ont pas changé. Qu'est-ce que tu proposes comme traitement? NaCl 0,9%, 2 litres en bolus. 4 heures après, son sodium plasmatique passe à 115, mais sa fréquence respiratoire a bien augmenté à 40 par minute avec une saturation en oxygène à 80%. T'as causé un OAP chez un cirrhotique déjà décompensé. Exactement le même patient, mais cette fois-ci, il a une osmolalité urinaire à 40. Tu te dis, bon, je vais pas trop chercher, on va lui donner NaCl 0,9% sans cesser par heure. 4 heures après, son sodium plasmatique passe à 120. Ce patient présente tous les critères d'un potomane. Pour bien comprendre le traitement de ces différentes pathologies, nous allons en venir à la base, c'est-à-dire la balance eau-sel. 60% de la masse corporelle est composée d'eau, ce qui représente à peu près 40 litres. Comment est répartie cette quantité d'eau? Je vais dessiner une cellule. Au milieu en bleu, le noyau, et autour, en blanc, le cytoplasme. L'eau intracellulaire, c'est-à-dire à l'intérieur des cellules, représente 40% de la masse corporelle, soit 2 tiers de l'eau totale corporelle, qui est équivalent à peu près à 25 litres. Entre les cellules, nous avons l'eau interstitielle, 15% de la masse corporelle, ou 25% de l'eau totale, qui est équivalent à peu près à 12 litres. À côté des cellules et de l'espace interstitiel, nous avons les vaisseaux. L'eau intravasculaire représente 5% de la masse corporelle, soit 8 à 9% de l'eau totale, qui est équivalent à peu près à 3 litres. Voici encore la cellule, l'espace interstitiel et un vaisseau. Nous avons alors le compartiment intracellulaire, qui est composé de la cellule, et le compartiment extracellulaire, composé de l'espace interstitiel
et de l'espace vasculaire. La règle d'or est que lors de l'équilibre, l'osmolalité intracellulaire doit être égale à l'osmolalité extracellulaire. Les osmoles effectifs, que je dessine comme des petits points dorés, sont à l'intérieur des cellules, de l'espace interstitiel et des vaisseaux. L'osmolalité intracellulaire normale est équivalente à 285 à peu près. Au niveau extracellulaire, c'est aussi 285. Les membranes entre les différents compartiments sont imperméables aux osmoles effectifs, c'est-à-dire les petits points dorés. C'est les mouvements d'eau qui permettent de réguler l'osmolalité. L'osmole effectif le plus important du compartiment intravasculaire est le sodium. C'est bien beau tout ça, mais comment peut-on évaluer par exemple le compartiment intracellulaire? Par la concentration de sodium à l'intérieur du plasma. Si la concentration est trop basse, il y a trop d'eau. Si la concentration est très haute, il y a très peu d'eau. C'est une façon indirecte d'évaluer le compartiment intracellulaire. Pour le compartiment extracellulaire, comment il faut l'évaluer? Cette fois-ci, c'est la quantité de sodium. Mais on ne sait pas la mesurer. Donc le seul truc que tu peux faire, c'est évaluer la volémie du patient. Si sa volémie est basse, c'est que la quantité du sodium est basse. Si sa volémie est haute, c'est que la quantité de sodium est haute. Pour bien comprendre, il n'y a pas mieux qu'un cas clinique. Franklin Rosalind est une dame de 87 ans. Elle est ramenée pour diarrhée et vomissement. Comme problème actif, hypertension artérielle. À l'examen physique, pli cutané au niveau de la cuisse et du sternum marqué. Son poids actuel est de 50 kg. Lors de l'hospitalisation récente, il y a 2 semaines, il était de 53. Paramètre pression artérielle 105/85, avec une pression pulsée à 20. Fréquence cardiaque à 120 battements par minute. Et sa durée est, depuis quelques heures, inférieure à 0,3 ml par kilo par heure. Sa prise de sang a une hématocrite à 65%, un sodium à 139, potassium à 4,2, urée à 100, avec une créate à 1,8, alors qu'il y a 2 semaines, elle était à 1. On va commencer étape par étape. Pour le compartiment intracellulaire, comment vas-tu l'évaluer? Concentration de sodium dans le sang. Le sodium est à 139, donc on est bon. Passons maintenant au compartiment extracellulaire. Comment l'évaluer? C'est l'examen physique. Pli cutané marqué, une pression artérielle basse avec une pression pulsée basse, une fréquence cardiaque augmentée, elle urine quasi rien. Pour les marqueurs biologiques, tu as une hématocrite élevée, avec une urée élevée. Ton patient est alors hypovolémique. Vu que l'osmolalité plasmatique est restée normale, ton patient a perdu de l'eau et du sodium à quantité égale. On va maintenant évaluer les pertes. Tu as une diminution de la quantité de sodium. Pour calculer le déficit extracellulaire, on peut éventuellement utiliser certaines formules qui ne sont pas 100% précises. Donc voici la formule. On a alors un déficit extracellulaire de plus ou moins 3,3 litres. Donc ton patient a perdu 3 litres d'eau plus 3 fois 280 milliosmoles. C'est équivalent à une solution qu'on connaît très très bien. 3 litres de NaCl 0,9%. Que vas-tu faire pour traiter ton patient? Pas de question piège. C'est 3 litres de NaCl 0,9%. Essaye de corriger 50% de ton déficit en 6 heures, c'est-à-dire quasiment 1,5 litre en 6 heures. Par exemple, tu donnes un demi-litre en 20 minutes, le temps que tu corriges ta fréquence cardiaque et ta pression artérielle, et puis tu corriges le reste tout doucement. Ici, c'est un exemple typique de déshydratation extracellulaire pure. Tu perds de l'eau et du sodium à quantité égale. Même patient, mais cette fois-ci son poids est à 49 kg et son sodium plasmatique à 157.
D'abord, le compartiment intracellulaire. Comment l'évaluer? La concentration de sodium dans le sang. 157, c'est élevé, donc peu d'eau. Pour le compartiment extracellulaire, c'est exactement la même chose que le cas clinique précédent. Le patient est hypovolémique. Deuxième étape, évaluer les pertes. Le patient présente une déshydratation intra- et extracellulaire. Son déficit en eau libre peut être calculé par cette formule-ci, qui est d'à peu près 3,5 litres d'eau libre, ou une solution que vous connaissez très bien, G5%. Il faut également corriger le compartiment extracellulaire, comme on l'a dit tout à l'heure. On va dire à peu près 1 litre de NaCl 0,9. Qu'est-ce que tu vas alors donner pour corriger ces pertes? 1 litre de NaCl 0,9% puis t'évalues rapidement la volémie. S'il est corrigé, là tu donnes 3,5 litres d'eau, péros ou glucose 5%. En résumé, le patient présente une déshydratation extracellulaire et intracellulaire. La perte d'eau est plus importante que la perte de sel. Imagine que tu n'as pas envie de trop réfléchir et que tu te dis je vais juste donner 4,5 litres de NaCl 0,9 et voilà. 3 heures après, sa saturation en oxygène descend à 88% avec une FiO2 à 50% et sa fréquence respiratoire à 40 battements par minute. Tu as créé un œdème pulmonaire aigu. Là, le traitement, c'est des diurétiques plus ou moins CPAP et après, tu essaies de donner de l'eau libre ou du glucose 5%. Ton patient présente alors une hyperhydratation extracellulaire et une déshydratation intracellulaire. Souvent, c'est dû à des conneries qu'on fait, c'est-à-dire donner trop de sel. Même patiente, mais cette fois-ci, on est à J4 post-op d'un crânio-pharyngium. Pas d'antécédent, à l'examen physique, la volémie est normale et le poids est à 50 kg. Diurèse à 8 litres en 24 heures. Sa prise de sang révèle un sodium à 157. Comme d'habitude, évalue le déficit en eau et en sel pour le compartiment intracellulaire. La concentration de sodium est élevée, elle est à 157, donc il y a peu d'eau. Pour le compartiment extracellulaire, la volémie est normale, donc ça n'a pas bougé. En résumé, le patient a perdu beaucoup d'eau libre, ce qui se manifeste par une diminution du volume des cellules. L'osmolalité va alors augmenter. Maintenant, on doit évaluer les pertes. On fait notre calcul magique pour estimer les pertes, quasiment 3,5 litres d'eau pure. Quel est alors le traitement? D'abord, il faut poser un diagnostic. Notre patiente a été opérée d'un crânio-pharyngiome. Elle a une diurèse impressionnante à 8 litres et un sodium élevé. C'est probablement un diabète insipide, dû à la diminution de l'ADH. Le traitement consiste en desmopressine pour qu'elle arrête de perdre de l'eau, plus remplacer les pertes. 3,5 litres d'eau pure, soit péros, soit glucose 5%. En résumé, c'était une déshydratation intracellulaire. Même patiente, mais appel du SMUR pour convulsion à 3 reprises. À l'arrivée, il l'intube et lui donne des benzodiazépines. L'histoire, c'est qu'elle a vomi depuis plusieurs jours. Quelques jours avant, elle avait contacté son médecin traitant qui lui dit que vu qu'on est en période Covid, c'est mieux qu'elle reste chez soi, mais qu'elle s'hydrate énormément. Quand on l'examine, elle a les yeux fermés et il y a juste un retrait à la douleur. Comme paramètre, bon, tout est OK. La prise de sang a un 112 de sodium, un potassium à 2, une osmolarité à 250, un glucose à 180, des protéines à 70 et une osmolarité urinaire à 250. Première étape, évalue le compartiment intracellulaire. Le sodium est à 112, donc tu as trop d'eau. Pour le compartiment extracellulaire, sa volémie est normale. En résumé, les cellules sont gonflées par l'eau au niveau intracellulaire, ce qui diminue l'osmolalité. Comment ça a pu se produire?
Probablement ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une entrée assez importante d'eau libre à cause d'une probable potomanie, avec une osmolalité urinaire quasi égale à l'osmolalité plasmatique. Quelles sont d'après toi les cellules de l'organisme qui souffrent le plus du gonflement des cellules? Le cerveau. Ceci c'est une urgence. Probablement qu'elle a déjà un œdème cérébral. Il y a un risque d'engagement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire sortir l'eau de la cellule. On va alors donner du NaCl super concentré, 3%, soit 100 ml en 10 minutes, maximum 3 fois. Et n'oublie pas de supplémenter le potassium, ou NaCl 3%, 150 ml en 20 minutes 2 fois. La cible est de corriger de 4 à 6 mmol par litre en moins de 6 heures. Juste après, on a un sodium à 117. Ouf. On a ensuite changé la perfusion. NaCl 0,9% avec une cible maximale de 0,5 à 1 mmol par litre par heure. Imagine que tu aies traité efficacement cet œdème cérébral et que le patient n'est plus dans le coma, mais que tu continues à donner du NaCl 3%. Qu'est-ce qui risque de se passer? Ceci, c'est la myélinose centropontique. Ce qui est noir, c'est de l'ischémie. Imagine que tu te rendes compte que tu corriges trop rapidement son sodium. Qu'est-ce que tu peux éventuellement faire? Donner la desmopressine. Même patiente, cette fois-ci elle vient pour ballonnement abdominal avec dyspnée. Elle est cirrhotique, à l'examen physique il y a de l'acide matitéo-base pulmonaire, avec une saturation en oxygène à 89%, tension artérielle 120-90, un sodium à 112, une osmolalité plasmatique à 250 et un sodium urinaire à 60. Deux étapes. D'abord le compartiment intracellulaire. Le sodium est bas, donc tu as trop d'eau. Pour le compartiment extracellulaire, le patient a de l'acide matitéo-base pulmonaire, donc hypervolémie. Le compartiment extracellulaire est alors augmenté. Comment on est arrivé à cela? Probablement que le patient a bu trop d'eau libre. Ce qu'il faut alors faire, c'est une restriction hydrique associée à un régime sans sel. D'un autre côté, la quantité de sodium est aussi augmentée due à l'hypervolémie. Il faut alors donner des diurétiques. En résumé, le patient a une hyperhydratation intracellulaire et une hyperhydratation extracellulaire, avec un gain en eau qui est plus important que celui du sel. Quels sont les points clés à retenir de la balance eau-sel? Quand la concentration de sodium est basse, il y a trop d'eau. Grave ça dans le crâne, la concentration de sodium dans le plasma, c'est l'eau. Lorsque la concentration du sodium est haute, il y a peu d'eau. Une hypervolémie équivaut à trop de sel. Une hypovolémie équivaut à peu de sel. Une perfusion de sel et ou d'eau, c'est super facile à donner. Mais faire sortir du sel et ou de l'eau, c'est difficile. La qualité de tes soins est déterminée par comment tu gères tes perfusions. Je vais dessiner en haut à gauche le compartiment extracellulaire avec 6 osmoles et le compartiment intracellulaire avec 12 osmoles. Imagine que tu es face à une hypernatrémie, c'est-à-dire peu d'eau. Le patient souffre alors d'une déshydratation intracellulaire. Évalue ensuite la volémie. Si hypovolémie en plus, tu as alors en plus une perte d'osmole extracellulaire et d'eau extracellulaire à quantité égale. En résumé, déshydratation extra et intracellulaire, avec une perte d'eau en plus grande quantité que celle du sel. Si ton patient est normovolémique, tu as alors une déshydratation intracellulaire avec une perte d'eau pure. Dernier cas, il est hypervolémique. En résumé, hyperhydratation extracellulaire et déshydratation intracellulaire. Tu as un gain de sel. La troisième étape est de regarder l'osmolarité urinaire. Premier cas, l'hypovolémie. Osmolarité urinaire comprise entre 300 et 600 avec un sodium urinaire supérieur à 20, pensez à la diurèse osmotique,
perte rénale, traitement G5% ou NaCl 0,45 associé à du G5% avec plus ou moins de cristalloïdes au tout début. Osmolarité urinaire supérieure à 600 avec un sodium urinaire inférieur à 10, pensez aux pertes extrarénales. Tu corriges de la même façon. Cette fois-ci, osmolarité urinaire inférieure à 300, pense au diabète insipide. Là, c'est de l'eau pure ou G5% associé plus ou moins à la desmopressine. Dernier cas, l'hypervolémie, avec une osmolarité urinaire entre 300 et 600 et un sodium urinaire supérieur à 20. Souvent, c'est dû à ta connerie. T'as donné une solution IV hypertonique ou une dialyse hypertonique, ou quelquefois c'est l'hyperaldostéronisme, mais c'est assez rare. Là, le traitement est plus difficile que ta connerie, parce que tu dois donner des diurétiques, associés plus ou moins du glucose 5% ou de l'eau libre. Pour l'hyponatrémie, première étape, regarde l'osmolalité. Si normale ou pseudo-hyponatrémie, c'est dû probablement à beaucoup de lipides dans le sang ou beaucoup de protéines dans le sang. Si l'osmolalité est élevée, il faut penser à l'hyperglycémie, que tu as perfusé du mannitol durant une salle d'op pour opérer une tumeur cérébrale par exemple, ou les intoxications comme l'éthylène-glycol. Dernier cas, et c'est le plus intéressant, hyponatrémie hyposmolaire, c'est la vraie hyponatrémie. Deuxième étape, tu dois évaluer la quantité de sodium qu'a le patient, c'est-à-dire sa volémie. Hypovolémie, soit il y a une perte rénale avec un sodium urinaire supérieur à 20, une osmolalité urinaire inférieure à 350 avec une osmolalité urinaire quasi égale à l'osmolalité plasmatique. C'est dû souvent à des diurétiques, tubulopathie, diurèse osmotique, due au glucose, mannitol ou insuffisance surrénalienne périphérique. Cette fois-ci, perte extrarénale. Souvent le sodium urinaire est inférieur à 20 avec osmolalité urinaire supérieure à 400 et l'osmolalité urinaire est souvent supérieure à l'osmolalité plasmatique. Ça c'est plutôt digestif, cutané. Ce qu'il faut faire pour ces deux cas de figure, c'est augmenter l'hydratation. Maintenant le patient est normovolémique. Son osmolalité urinaire est supérieure à 100. Là tu penses aux médicaments, à une hypothyroïdie très importante, déficit en glucocorticoïdes ou SIADH. Autre cas de figure, sodium urinaire inférieur à 20, associé à une osmolalité urinaire inférieure à 100. Là, c'est souvent la potomanie. Pour ces deux cas de figure, restriction hydrique. Mais plus spécifiquement pour le SIADH, avec répercussions neurologiques, antagoniste de la vasopressine ou urée, qui est pour info dégueulasse à boire. J'ai déjà essayé. Dernier cas, hypervolémie. Osmolalité urinaire supérieure à l'osmolalité plasmatique, avec un sodium urinaire inférieur à 20, là tu penses insuffisance cardiaque, insuffisance hépatique, syndrome néphrotique. Si l'osmolalité urinaire est quasi égale à l'osmolalité plasmatique, avec un sodium urinaire supérieur à 20, pense à l'insuffisance rénale. Le traitement, diurétique, plus ou moins dialyse, s'il est extrêmement hypervolémique. Voici les caractéristiques de plusieurs perfusions qu'on utilise en routine clinique. J'espère que c'était instructif et je te dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.